Le multiculturalisme est un échec en Europe, un échec partout. On sait pourquoi Trudeau a amené ça, là. C'est pour diluer le Québec. Bonjour à tous, bienvenue au balado Il reste du monde. On reçoit aujourd'hui nul autre que Maxime Bernier. Bonjour Maxime. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci de l'invitation. Moi, je me suis posé la question il y a 2-3 jours. Je me suis dit, Maxime Bernier, dans un monde où les choses vont relativement normalement, c'est un monde qui n'existe pas, ça, mais dans un monde, on s'entend, là, dans un monde où il n'y a pas de guerre, où le Parlement est en activité, où il n'y a pas de menaces qui viennent des États-Unis. Maxime Bernier, il a une utilité. Maxime Bernier, il a un programme. Maxime Bernier, on l'attend des fois. Et là, dans un monde où tout pète, on va se le dire, est-ce que Maxime Bernier est plus utile ou il y a de la difficulté à occuper, au contraire, une place dans l'espace public? Bien, on occupe une place certainement. Est-ce qu'on occupe une place importante par rapport à nos idées et l'importance de nos idées au niveau canadien? Je dirais que non. Pourquoi? Parce qu'on est annulé par les grands médias, malgré le fait qu'on a eu 5 % du vote, qu'il y a 840 000 personnes qui ont voté pour le Parti populaire à l'élection de 2021 et qu'on a des idées vraiment différentes de tous les autres chefs des partis de l'establishment, que ce soit Poilievre, Trudeau, Jack Mead ou même le Bloc québécois. Donc, notre voix, je crois qu'elle a de l'importance. Et dans la situation actuelle, comme tu viens de le dire, notre voix est d'autant plus importante. Je dis souvent que si le programme du Parti populaire n'est pas mis en application, ça veut dire que ce Canada-là s'en va à la dérive. Et on est les seuls, selon moi, sauveurs du Canada sur plusieurs points de vue économiques, sociaux, culturels. Mais dans la demande pour du Maxime Bernier, parce que je vous vois un peu partout, là, je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé à porter attention, mais vous êtes évidemment banni. Bon, ça, c'est des médias traditionnels. Des médias traditionnels, mais vous êtes invité dans des podcasts. On demande l'opinion de Maxime Bernier parce qu'il y a, me semble-t-il, peut-être une recherche d'une information qui ne nous vient pas des institutions, qui ne nous vient pas des partis traditionnels. Oui, vous avez raison. Depuis, je devrais dire, l'élection de Donald Trump, qui est, à mon sens, une révolution pacifique, pas seulement qu'aux États-Unis, mais dans tout le monde occidental. On le voit ce qui arrive en Angleterre, par exemple, présentement, le Parti Réforme, qui est la copie du Parti populaire en Angleterre, avec le chef Nigel Farage. La dernière élection, il a eu 15 % du vote et a fait élire 6 candidats. Et maintenant, il est premier dans les sondages s'il y avait une élection demain matin en Angleterre. Donc, ce mouvement-là vers le populisme, vers des idées différentes de celles prônées par l'establishment, oui, est en demande, on est en demande. Et au Canada, on est le seul parti qui est un parti populiste et qui prône ces idées-là. Ah, mais ça, je suis content donc, parce que je préférais que ce soit vous qui le disiez, ça, qu'on est un parti populiste en parlant du... Non, mais c'est parce que c'est un mot qui, soyons honnêtes, est employé à la manière d'une insulte la plupart du temps. Oui, effectivement. C'est une étiquette pas vraiment agréable à traîner sur son dos. Généralement, c'est pas nous qui nous brochons l'étiquette dans le dos, on fait ça à notre insu. Et vous, au contraire, vous vous dites, non, le populisme, c'est un mouvement de fond. Et même, c'est positif. Oui, et je l'ai dit dès le début, lorsqu'on a créé le Parti populaire, j'ai dit, on met fin, nous, à la rectitude politique. On dit les vraies choses en employant les vrais mots. Et oui, j'ai embrassé le populisme, mais j'ai souvent dit, et j'ai rajouté à ce mot-là, un populisme intelligent. Parce que notre plateforme s'adresse à l'intelligence des gens. On ne joue pas sur l'émotion des gens pour essayer d'avoir un appui ou des votes. D'ailleurs, je le dis aux gens, si vous avez lu notre plateforme et que vous n'aimez pas notre plateforme, votez pas pour nous, là. On ne changera pas. On ne se mettra pas à quatre pattes pour vous faire plaisir et d'avoir votre appui. On est un parti d'idées, de convictions, et c'est pour ça qu'on a toujours la même plateforme électorale à chaque élection. Ça, c'est révolutionnaire au Canada, là.
Habituellement, tu as un parti politique qui va faire des sondages avant l'élection. Il va regarder qu'est-ce que les gens veulent entendre. Il va jusqu'à aller à faire des focus groups, des groupes de réflexion pour essayer de voir quels mots utiliser pour convaincre ces gens-là. Et à chaque élection, ils changent de plateforme avec l'air du temps. Nous, vous allez peut-être me dire, mais en n'écoutant pas la population, vous voulez les représenter, c'est un peu à contre-courant. Bien, oui, parce que nous, on pense que la population a été manipulée par des journalistes activistes socialistes, par la Socialistes, ah oui? Au Québec, on voit, lorsqu'on parle de libre marché, plutôt plus au Québec, au Canada français qu'au Canada anglais, des journalistes de gauche qui prônent des idées acquises par l'establishment de la gauche. Même le Parti libéral du Canada, pour moi, c'est un parti de gauche. Et donc, la population a été manipulée. Le meilleur exemple, c'est durant l'hystérie COVID. On a fait peur à la population, on a manipulé la population. Il n'y avait seulement qu'une ligne de pensée, qu'un narratif, et les gens qui étaient de l'autre, qui prônaient un autre point de vue, on était des édentés, des covidios, etc. Mais dans le fond, on avait raison. Donc, nous, ce que je veux dire, c'est qu'on pense que les gens ont été manipulés par cette presse-là de gauche. Et notre rôle en tant que politique, c'est de les informer, c'est d'avoir une vision du pays qui est différente. Et plus on parle de cette vision-là avec passion et avec conviction, plus on pense qu'on va avoir d'appui. Et d'ailleurs, le passé est garant de l'avenir, puisque lorsqu'on a créé le parti, on a eu 1,6 % du vote à l'élection de 2019. Les experts nous disaient c'est la fin du Parti populaire, c'est la fin de Bernier. On a travaillé fort, on a presque triplé à 5 % du vote. Et là, si on regarde les sondages aujourd'hui, on est peut-être entre 3,5 et 4,5 du vote, en bas de ce qu'on a eu à la dernière élection. Mais je pense que c'est temporaire. Quand l'élection, et même avant, va commencer, on va avoir beaucoup plus de visibilité. Et ce qu'on dit depuis des années, depuis 6 ans, bien l'avenir nous donne raison sur la plupart de nos dossiers. Donc, c'est comme ça qu'on fait de la politique. Et pour moi, c'est important d'être vrai. Et donc, cette étiquette-là de populiste, je l'ai adaptée, puis j'ai dit oui, c'est un populiste intelligent parce qu'on a une plateforme électorale qui est là, puis on ne fait pas appel à vos émotions, mais on fait appel à votre intelligence en tant que voteur. Mais en même temps, le populisme, il y a plusieurs définitions de ce mot-là. Moi, il y a une définition que j'aime bien, c'est se méfier des institutions. Oui. Moi, je trouve que c'est une définition qui est juste parce que elle ne bascule pas dans la part sombre de ce qu'on estime être le populisme. Et en même temps, elle définit quand même bien ce qui habite les gens qui se disent populistes ou même ceux à qui on oblige de porter cette étiquette-là. Ce sont des gens qui se méfient, par exemple, des grands médias, qui se méfient des politiciens, qui se méfient également de l'ensemble des institutions. Mais quand on est populiste et qu'on fait de la politique, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu contradictoire dans la mesure où ce qu'on essaie d'obtenir comme fin, l'objectif qu'on poursuit, c'est tout de même d'arriver un jour à l'intérieur du Parlement, d'être un élu et donc, d'une certaine façon, de représenter les institutions. Oui, les institutions sont puissantes. Moi, je pourrais vous donner, en tant que ministre sous le gouvernement Harper, j'ai vu... Vous avez été ministre des Affaires étrangères. Oui, puis ministre de l'Industrie, puis j'ai vu justement l'État profond en pleine action. C'est quoi ça, l'État profond? Bien, c'est des fonctionnaires qui restent et les politiciens qui passent. Donc, par exemple, des fonctionnaires, l'exemple que je vais vous donner, c'est un exemple que j'ai vécu. Lorsque j'ai été ministre de l'Industrie en 2006, là, les fonctionnaires sont arrivés avec une idée d'avoir une loi anti-pourriel parce que les gens recevaient beaucoup de pourriels dans leur courrier. Okay. Et donc, l'État pensait qu'on devrait passer une loi anti-pourriel avec plein de règlements. Moi, lorsqu'on m'a présenté ce projet-là, j'ai dit non. J'ai dit, si les gens ne veulent pas avoir de pourriel, le marché privé existe. Ils peuvent s'acheter un firewall, ils peuvent s'acheter un logiciel qui va bloquer ces pourriels-là. Le marché répond à cette demande-là. L'État n'a pas besoin de faire une loi, puis après ça, avoir des fonctionnaires qui gèrent ça, demander de la réglementation, etc. Donc, j'ai dit non à ça. Mais plus tard, vous avez dit, j'ai été ministre des Affaires étrangères, donc j'ai quitté l'industrie. Mais ces fonctionnaires-là, c'est leur dossier à cœur. C'est peut-être un dossier qu'ils avaient depuis plusieurs mois, plusieurs années. Donc, un autre ministre a été nommé et ils ont convaincu ce ministre-là de passer une loi
contre les pourriels. Et moi, j'étais au cabinet. Et lorsque le nouveau ministre de l'Industrie est arrivé pour présenter ce projet de loi-là autour de la table du cabinet, bien moi, j'ai exprimé mon point de vue. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire et qu'on ne devrait pas le faire. Mais j'ai perdu. Le gros consensus est en faveur de ça. Et donc, j'ai voté parce que la solidarité ministérielle, lorsqu'un projet de loi du cabinet, vous devez voter en faveur. Vous n'avez pas de latitude, vous faites partie. Et donc, j'ai voté pour un projet de loi anti-pourriel à laquelle je ne croyais pas. Ouais. Et donc, c'est l'État profond. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que les fonctionnaires, lorsque ça ne fait pas avec un ministre, ils vont attendre et ils vont toujours arriver avec leur projet plus tard. Donc, les fonctionnaires ont un pouvoir important. Et un autre exemple, lorsque j'ai fait ma déréglementation, ça a été un succès en télécommunications, lorsque j'étais ministre de l'Industrie, mon propre fonctionnaire, haut fonctionnaire, le numéro 1 des fonctionnaires Industrie Canada, était contre ma réforme. Et son rôle, normalement, en tant que premier fonctionnaire d'un département... Suivre votre politique. Ben oui, son patron immédiat, c'est le ministre. Mais il était contre ma réforme et il informait les autres sous-ministres d'informer leur ministre de voter contre ma réforme. Donc, mon propre sous-ministre travaillait contre le ministre. Et ça, on a des preuves de ça. Et j'ai réussi à passer ma réforme parce que j'ai été au-delà de ça. J'ai moi-même éduqué et informé tous les ministres du cabinet de notre position. Et donc, j'ai réussi à avoir la majorité. On a voté cette réforme-là. Donc, l'État profond, c'est pas un concept là, qui est tout à fait stupide. C'est des fonctionnaires qui ont du pouvoir et certaines fois, beaucoup plus de pouvoir qu'un politicien. Mais c'est les politiciens qui leur ont donné ce pouvoir-là en légiférant puis en leur donnant un pouvoir de réglementation dans des dossiers. Et donc, c'est ça existe. C'est pour ça qu'il faut avoir un gouvernement plus petit, moins de lois, moins de règlements, moins de fonctionnaires pour avoir plus de liberté et que les politiciens soient plus au contrôle de leur ministère. À quoi ça ressemble la vie d'un chef de parti non élu? Parce qu'il faut le rappeler quand même, vous avez eu des centaines de milliers de personnes qui ont voté pour votre parti. Ça a évidemment engendré des dons, disons, des citoyens qui sont charmés par votre programme, mais j'imagine aussi qu'il y a des dons qui sont automatiquement offerts par Élections Canada par rapport au nombre de votes. OK, bonne question, ça. C'est pas comme le Québec. Non? Beaucoup de gens se méprennent. Et donc, ils pensent que lorsqu'on a 840 000 votes, donc on va avoir $1, par exemple, par vote à chaque année. C'est le cas du Québec. OK. Donc, les partis au Québec, ils sont financés en grande partie par l'État, basés, et ça l'avantage des partis de l'establishment, parce qu'eux, ils sont là depuis longtemps, donc ils ont plusieurs personnes qui votent pour eux, et donc ils ont un budget plus énorme qu'un nouveau parti. Et ce budget-là est annuel. Donc, je ne sais pas c'est quoi au Québec, c'est $1, $1,25 par vote, mais à chaque année. Donc, et c'est pour ça qu'au Québec, c'est un maximum de $100 que les individus peuvent donner à un parti politique. Au fédéral, j'aime mieux la logique fédérale parce que c'est un financement seulement des individus, pas des syndicats, pas des corporations, et un maximum de 1 750 par année. Donc, nous, on doit convaincre les gens que nos idées sont des meilleures. Et qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Ils vont avoir un crédit d'impôt jusqu'à un maximum de 75 de leur donation. Donc, ce n'est pas 100 d'un crédit d'impôt. Et donc, l'État ne nous donne pas de subvention par rapport au nombre de votes qu'on a obtenus dans l'élection précédente. Mais vous avez soulevé un bon point. À une élection, lorsque l'élection a lieu, si un parti politique, tous les partis politiques au fédéral qui ont plus de 2 du vote, 50 de leurs dépenses électorales vont être remboursées par l'État. Donc, les grands partis, le Parti libéral, le Parti conservateur, les partis de l'establishment dépensent peut-être 30-35 millions durant une campagne électorale. Ils reçoivent un beau chèque d'à peu près 15 millions. Nous, à la dernière campagne électorale, on a eu plus que 2 du vote, on a eu 5 On a dépensé 1,4 million de dollars en publicité. On a eu un chèque de 700 000 $. Donc, la subvention de l'État vient à chaque élection avec, pour les partis qui ont 2 du vote et plus, 50 de leurs dépenses électorales. Et donc là, vous réussissez quand même avec les dons à vous payer un salaire. Puis, de toute façon, ça, je l'ai vu, c'est public. Là. Je pense pas que j'embarque dans des plates-bandes privées. Non, là. vous avez le droit. Donc, vous payez un salaire. Et là, moi, la question que je me posais, j'aurais peut-être dû commencer comme ça, c'est est-ce que
ça fait des journées complètes, ça, le chef du Parti populaire du Canada, même quand il n'y a pas cette insécurité-là avec Donald Trump. Est-ce que vous traversez le Canada, vous revenez, vous allez rencontrer vos candidats, les exécutifs? Oui. Est-ce que ça fait des semaines complètes? Bien, très, très bonne question, effectivement. On est un petit parti, un nouveau parti. On a à peu près 6 employés au siège social qui travaillent à temps plein. On a ramassé à peu près 1,5 million de dollars l'année dernière. On a fait à chaque année des petits surplus de 100 000, 50 000, 60 000. On n'a jamais fait de déficit. On n'a aussi pas de dette, pas de marge de crédit. Donc, l'argent qu'on ramasse, c'est pour payer nos dépenses, le personnel et moi, je voyage à travers le pays. Oui, effectivement, comme là, présentement, on a 210 candidats d'approuvés et de choisis pour la prochaine élection. Comme vous savez, une élection peut arriver au mois d'avril ou au mois de mai, dépendamment de ce qui se passe à Ottawa. Sinon, à l'automne 2025, le 3e lundi d'octobre cette année. Il faut être prêt et il faut avoir des candidats dans tous les comtés. Et ça, c'est important pour nous parce qu'il y a aussi un défi. Les gens nous disent le Parti populaire devrait concentrer ses efforts dans quelques comtés puis mettre tout son argent là-dedans pour essayer de faire élire quelqu'un le plus rapidement. Ce n'est pas notre stratégie. Notre stratégie, c'est l'opposé. C'est d'avoir des candidats dans tous les comtés pour augmenter notre pourcentage de vote. Notre candidat dans le centre-ville de Toronto, où c'est très gauchiste, NPD ou libéral, ne gagnera pas l'élection. Mais s'il va chercher 1 000, 2 000 votes, ça augmente notre pourcentage nationalement et c'est important pour nous, en tant que nouveau parti politique, d'augmenter notre pourcentage de vote. Et oui, s'il y a certains comtés où on a des chances de gagner, c'est sûr qu'on va mettre de l'énergie dans ces comtés-là aussi. On peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Et donc, l'avantage qu'on a, c'est contrairement au Parti vert du Canada, qui a eu 2 % du vote à la dernière élection, le Parti vert, son vote est concentré en Colombie-Britannique et plus précisément sur l'île de Vancouver. Et ils ont réussi à faire élire 2 députés. Nous, notre vote n'est pas concentré. Et donc, il est partout à travers le Canada, éparpillé. Et moi, je suis heureux de ça parce que ça démontre qu'on a des gens partout à travers le Canada qui aiment nos politiques parce qu'on dit la même chose, hein, que ce soit en français au Canada, ici au Québec ou en anglais à Colombie-Britannique, on dit la même chose. On ne parle pas des deux côtés de la bouche. On a une plateforme, c'est la même pour tout le monde. Et donc, le fait que notre vote est un peu partout, moi, je trouve que c'est bon parce que ça démontre qu'on a des appuis partout à travers le pays et qu'on est un vrai parti national. Et donc, oui, c'est un emploi à temps plein. Actuellement, je suis au téléphone avec des candidats potentiels. On a un processus de sélection rigoureux. Je voyage à travers le pays pour aider nos candidats aussi à faire des levées de fonds, à ramasser de l'argent pour la prochaine campagne électorale. Il y a beaucoup de voyagements et il y a beaucoup. Et mon rôle, bien, c'est de faire en sorte qu'on ait l'équipe prête, que cette équipe-là soit motivée, que cette équipe-là connaisse bien notre plateforme électorale, que ces candidats-là aient assez d'argent dans leur compte en banque pour, à tout le moins, avoir des pancartes du Parti populaire pour la prochaine élection. Ceux qui ont plus d'argent, bien, payer de la publicité dans leur région, dans leur comté. Donc, oui, c'est un emploi à temps plein. J'aimerais ça qu'on revienne sur le rapport avec les médias traditionnels. Ouais. Parce que vous avez utilisé une expression qui est la traduction finalement libre du mot « cancel ». Hein, on dit la « cancel culture ». Vous avez dit « j'ai été banni » par les médias traditionnels. Oui. Je ne sais pas si je suis en accord avec ce constat-là. Par contre, je ne suis pas dans vos culottes. C'est sûr que vous devez y penser tous les jours, alors que moi, ça est une préoccupation passagère, le sort de Maxime Bernier. Oui. C'est sûr qu'on vous voit moins. Ça, c'est évident. Maintenant, à savoir si on ne vous voit plus, j'aimerais ça que vous nous expliquiez comment vous dites que c'est ça qui est arrivé, c'est quoi la preuve que vous avez, puis surtout, d'où ça part, ce processus-là? Ben, je vais vous donner une preuve flagrante où on a une décision en notre faveur du Conseil de presse du Québec. Le réseau TVA a publié il y a à peu près 1 an un sondage à la télévision avec la tarte du sondage. Et nous, dans ce sondage-là, on avait 5 % du vote. Okay. À l'époque, il y a 1 an. Ouais. Et le Parti vert avait 2 % dans ce sondage-là. Ils ont enlevé le 5 % de la tarte.
le PPC n'était plus dans leur présentation, mais le sondeur, quand tu vas sur le site du sondeur, on était là avec 5 %. Ils ont enlevé le 5 %, ils ont enlevé le PPC, ils ont laissé le Parti vert à 2 % et donc, quand tu additionnais le total, ça ne faisait pas 100 %. Ça, c'est de la désinformation, là. C'est de la... J'utilise ce mot-là. La gauche l'utilise souvent. Là, mais ça ne peut pas être une erreur? Non, absolument pas. Non, mais vous avez demandé des clarifications? Moi, j'en ai écrit à TVA pour clarifier ça. Ils ne nous ont jamais répondu. On a fait une plainte avec preuve au Conseil de presse. Ils nous ont donné raison. Le Conseil de presse nous a donné raison du Québec. Ce pas des amis à Maxime Bernier, ça, le Conseil de presse. Là. Ils nous ont donné raison. Donc, ça, c'est un exemple flagrant. Ouais. On ne veut pas parler du Parti populaire. On ne veut pas parler de nos idées et leur stratégie parce qu'ils ont essayé de nous détruire. La première élection, les médias traditionnels, sauf au Québec, je dois l'admettre, surtout au Canada anglais, nous traitaient de racistes parce qu'on prônait moins d'immigrants. Mais le débat sur l'immigration, on l'a à chaque élection provinciale et personne n'a traité un chef d'un parti de raciste ou pas. Moi, au débat de 2019 où je faisais partie, j'étais sur le stage, si je peux m'exprimer ainsi, contre les autres. Et le chef du NPD, Jack Mead, m'a dit « Tu ne devrais pas être ici, tu es un raciste et je ne veux pas débattre avec toi. » C'est ça, là. Mm-hmm. Canada anglais, mais là, aujourd'hui, ça va être difficile pour les gens de nous traiter de racistes. On avait raison à l'époque de vouloir moins d'immigrants. Pourquoi? Parce que regardez la crise que ça fait. Maintenant, on prend un moratoire. Mais ceci étant dit, on veut pas... Leur stratégie, ils nous ont discrédité en 2019. Parce que parce qu'ils savent que si ils nous donnent la visibilité qu'on mérite, on va croître plus vite. Ils ne veulent pas de compétition. Ils ne veulent pas que le Parti populaire croît plus vite. Mais vous parlez des médias? Les médias traditionnels, effectivement. Ils ne veulent pas de compétition? Non, ils ne sont pas en politique. Non, pas de compétition. Compétition d'idées, mais ils veulent pas. Ils veulent qu'on parle de leurs idées, que tout le monde a un consensus. Exemple, une de nos politiques, c'est qu'il n'y a pas d'urgence climatique. On est seul à dire ça. On est seul. On veut se retirer de l'accord de Paris. Trump le fait. Il le fait à son premier mandat. Il le fait au deuxième. On envoie des sommes d'argent. C'est de la redistribution d'argent des pays riches aux pays pauvres. Mais on va parler de vos idées tout à l'heure. Mais je vais finir avec ça, effectivement. Donc, on nous ignore et on ne nous invite pas. Je dois dire qu'à Cube Radio, depuis 2 ans, j'ai été une fois avec M. Martineau. Mais tout ça pour dire que les médias traditionnels, j'étais... frustré du fait que les médias ne nous invitent pas. Et j'ai eu une discussion, il y a 2 ans, avec Jordan Peterson. Et j'ai demandé à Jordan, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas invité, regardez, puis qu'est-ce que je peux faire? Et là, je lui demandais, qu'est-ce que je peux faire pour être plus présent dans les médias traditionnels? Et la réponse de Jordan Peterson, qui est une très bonne réponse, Maxime, fais-toi-en pas, c'est pas important. Les médias traditionnels sont en train de mourir. Les gens n'écoutent pas ça. Les jeunes et l'avenir écoutent plus les podcasts. Donc, concentre-toi sur les podcasts, va sur les réseaux sociaux, sois présent. Tu vas réussir à croître et ce parti-là va réussir à croître en faisant ça. Et là, je suis avec vous aujourd'hui. Donc, et je vais aller avec d'autres gens qui sont que peut-être d'un autre point de vue politique. Moi, je veux aller avec tout le monde et débattre de mes idées. Je ne veux pas m'asseoir avec quelqu'un qui pense 100% comme nous. Si c'est le cas, tant mieux pour moi. Si ce n'est pas le cas, je vais être là pareil. Ouais. Je veux pouvoir atteindre le plus de personnes possible. Donc, oui, les médias ne nous couvrent pas, mais je ne fais pas plus d'efforts pour qu'ils nous couvrent. Je fais ma campagne, un peu comme Robert F. Kennedy Jr. le fait lorsqu'il faisait sa campagne en tant qu'indépendant pour la présidence des États-Unis. Il a été banni par les réseaux parce qu'il avait une position différente sur les vaccins. Il croyait à la liberté de choix. On ne lui donnait pas parce que, c'est Satan en personne et on ne lui donnait pas de visibilité. Mais il a réussi à faire une bonne campagne sur les réseaux sociaux. J'ai vu, moi, Robert F. Kennedy, oui, à Joe Rogan, le plus gros au monde, mais je l'ai vu aussi à un podcast où l'animateur avait seulement 1000 abonnés. Donc, il était partout. Et ça, c'est la même stratégie. Il y a eu une compréhension, effectivement, du côté du camp de Trump aux dernières élections de l'importance nouvelle et progressive des podcasts. Ouais. Ça, on a compris ça. Puis le parti qui, à la prochaine élection, que ce soit en Ontario ou au fédéral ou même au Québec, même municipal, qui va comprendre ça, est un parti qui aura probablement de l'avance. Mais la raison pour laquelle j'ai quand même envie un petit peu de vous défier sur cette idée-là
de votre effacement dans les médias traditionnels, c'est que moi, la semaine passée, il y a un sondage qui est sorti, puis j'ai bien vu que vous étiez passé dans le sondage de 1 à 3 On ne vous a pas effacé. C'est pour ça que je vous demande, êtes-vous certain que ce n'est pas une erreur? Non, mais écoutez, je ne le fais pas juste pour la forme. Il se trouve que j'ai aussi une tribune à Cube Radio. Oui. Je suis très critique des médias. On ne m'a toujours pas enlevé mon micro. Peut-être que ça s'en vient. Je ne l'espère pas. Mais des fois, vous savez... Il y a des gens qui commettent des erreurs. Ça arrive, ça aussi. Puis si jamais vous aviez raison, ça voudrait dire qu'on ne vous voit plus dans la tarte. Vous êtes sorti de la tarte à tout jamais. Et c'est pas le cas. Bien, c'est pas le cas. Ce sondage-là est une exception. Il y a plusieurs... celui dont je vous parle. Où on était cité. Il y a plusieurs sondages où ils disent autre. Ils disent absolument autre. Il y en a plusieurs. Je dirais peut-être 10 pour 1. 10 sondages vont être faits. 9 sur 10. On ne parlera pas du Parti populaire. On va marquer autre. Puis une fois de temps en temps, comme l'exception, peut-être, j'espère que lorsque la campagne électorale va arriver, qu'on va plus mettre le Parti populaire, mais encore, lorsqu'on met le Parti populaire dans un sondage, on lui donne de la visibilité. Et c'est pas ça qu'ils veulent. Et nous, plus on a de la visibilité, plus on va croître. Et ils le savent, ces journalistes-là et mes opposants, ils le savent. Donc, faisons en sorte que le parti n'existe pas. Parlons pas de Bernier. Écoutez, tout ce que Trump fait les réformes dernièrement, c'est des politiques du Parti populaire. Excusez-moi, mais on a prôné ces politiques bien avant Trump, les folies sur le DEI, puis les folies du genre. Et on a parlé de ça bien avant Trump et bien avant Bill Boyd-Chris en Colombie-Britannique, mais on ne nous donnera jamais le crédit. Mais l'avantage qu'on a actuellement, c'est que ces médias traditionnels-là ont parlé de ce que Trump a fait en ce qui concerne la guerre culturelle. Et donc, c'est bon pour nous parce qu'au moins, ils parlent de ces idées-là de la guerre culturelle, mais ils ne disent pas qu'il y a un parti au Canada qui prône ces idées-là depuis longtemps, mais au moins, nos idées sont là et ils sont discutées. Et on n'est pas attaché à ces idées-là par les médias traditionnels, mais au moins, c'est un plus. Là, ces idées-là commencent à triompher dans les médias traditionnels. Donc, vous pensez qu'ils n'auront pas le choix de s'adapter parce que sinon, ils vont littéralement avoir encore plus l'air de nier le réel si des idées émergent et sont les vôtres et elles pognent. Donc, ils doivent en parler d'une certaine façon. Moi, je ne compte pas sur le fait qu'ils vont en parler. Oui, je comprends. Moi, je vous soumets quand même une dernière hypothèse sur cette question-là. À partir du moment qu'on critique les médias, parce que je pense que vous l'avez fait. Oui, ouvertement. C'est ça. Donc, on critique les médias parlent moins de nous. C'est un processus quand même un petit peu facile à anticiper. Puis je ne dis pas qu'ils ont raison de ne plus parler de vous parce que vous les critiquez. On devrait être capable de les critiquer. On s'entend. Mais toutes mes critiques sont fondées. Là. Si vous allez... Je vous donnais l'exemple, la critique de TVA. Là, le conseil de presse nous donne raison. Lorsque je fais une critique des médias, je le fais basé sur des faits, basé sur ce qu'ils ont dit antérieurement. Écoutez, on me traitait de fou et de raciste par rapport à l'immigration. Et j'ai dit en 2019, lors du débat, qu'on devrait avoir l'oléoduc Énergie Est. Et j'ai fait une entrevue avec TVA et on m'a demandé à l'époque, en 2019, on me donnait un peu de visibilité, c'était le nouveau parti, etc. Mais après 2019, après l'élection, tout a tombé. Et j'ai dit qu'on devrait avoir Énergie Est. J'ai même dit qu'on devrait utiliser la Constitution pour imposer le pipeline au Québec, au gouvernement du Québec, en utilisant l'article 92.10 qui donne le pouvoir au fédéral de le faire parce que c'est dans l'intérêt national du pays, ce que n'ont pas fait les derniers gouvernements. Et on était bien en avance. Imaginez-vous si on avait fait ce pipeline-là, oléoduc en français, en 2019, on ne serait pas dans le trouble qu'on est aujourd'hui. Donc, en 2019, on donnait de la visibilité au Parti populaire. C'est un nouveau parti, etc. Mais après ça, là, après cette élection-là, on a dit non, on ne veut pas entendre ce discours-là. Et le meilleur exemple, c'est l'élection de 2021, où vraiment, là, on ne voulait pas entendre le discours qui était pour la liberté de choix et contre toutes les mesures draconiennes. Mais c'est quand même déprimant parce que ça veut dire, si je vous suis bien, qu'on ne peut pas s'en sortir. Parce que là, vous avez fait une espèce de croix. Puis vous avez les raisons qui sont les vôtres sur les médias traditionnels. En tout cas, sur l'idée ou l'espoir qu'ils puissent au moins couvrir vos activités en vue de la prochaine élection. Vous avez fait une croix là-dessus. Quand vous dites une croix, je vais reprendre. J'ai aucune attente, mais si on m'invite, je vais y aller. Ça, je sais que vous allez y aller. Je me suis mal exprimé, je reprends. Ce que je pense, c'est que ce que vous me dites, c'est que vous ne vous attendez plus à ça. Oui. Donc, vous ne vous attendez plus à ça.
Et j'imagine que l'étape prochaine, l'étape logique, par la suite, c'est une certaine radicalisation d'un discours à l'endroit des médias. Sur la question des médias, vous risquez, parce que vous avez accumulé de la frustration, mais c'est vrai, mais c'est évident. Vous avez raison, cette frustration-là, elle existe c'est rien de bon, ça. C'est-à-dire que là, maintenant, les médias, ça va devenir un ennemi pour vous, si ce n'est pas déjà le cas. Non, écoutez, je comprends ce qu'ils font. Ils ont une idéologie, ils ont une ligne, pas une ligne de parti, une ligne éditoriale. Et je comprends, c'est ce qu'ils font. Moi, je fais mes affaires. Et oui, j'ai aucune attente. Là, s'ils m'invitent, je vais y aller. Mais je dis ce que j'ai à dire. C'est pas à cause que je serais bien fait avec les médias qui m'inviteraient plus. Sinon, eux aussi ont une ligne éditoriale et ils suivent leur ligne éditoriale. Donc, même si je serais beau, fin et smart, ça ne changerait rien. Ben oui. Donc, je continue à faire et j'ai critique lorsqu'ils méritent une critique. Puis, je continue. Puis c'est la question de l'immigration ou c'est la question de la COVID qui vous aurait probablement exclu? Parce que je pense à quelqu'un que vous connaissez bien, j'imagine Éric Duhem. Oui. Éric Duhem, sur la COVID, il avait à peu près les mêmes positions que vous. Sur la question de l'immigration, c'est vrai qu'on l'a moins entendu. Par contre, les positions de Paul Saint-Pierre Plamondon sont relativement semblables aux vôtres. Oui, c'est-à-dire absolument. les moyens que vous employez ne sont pas les mêmes. Vous êtes le genre de gars à aller filmer une rencontre avec quelqu'un qui est issu de l'immigration, à lui dire, bon, voilà, tu vas t'en aller. La vérité en pleine face, oui. Bon. Alors, est-ce que c'est le style ou est-ce que ce sont les idées qui font en sorte que vous n'avez pas le même sort médiatique qu'un Paul Saint-Pierre Plamondon ou qu'un Éric Duhem? Non, je pense que c'est pas le style ou les idées. C'est le fait qu'on a... C'est ni l'un ni l'autre, donc. Le fait qu'on a tellement discrédité, surtout au Québec, là. Je parle surtout en français au Québec. Là. On n'est pas roi dans son propre royaume. C'est un dicton, là. Écoutez, regardez en Alberta, le Parti populaire a eu 10 % du vote dans la province d'Alberta, tandis qu'au national, c'était 5 % À la dernière élection au Québec, on n'a même pas eu le 5 % national, on a eu 3, quelque chose. On n'est pas roi dans son propre royaume. Et ce que je vous dis, c'est qu'on nous a tellement discrédité que pour un commentateur médiatique de m'inviter, il invite quelqu'un là, qui n'a pas de bon sens, qu'on ne devrait pas lui donner de la visibilité. D'ailleurs, j'ai eu des discussions confidentielles avec un journaliste assez connu au Québec qui m'a dit « Maxime, je me suis fait taper dessus par ma gang lorsque je t'ai invité à mon émission. » C'est ça la réalité, là. Donc, moi, c'est ça. Il n'y a pas un journaliste. Il faut prendre du courage pour un journaliste pour m'inviter. Pourquoi? Parce que j'ai des idées tellement différentes. Puis pourquoi? Parce que les journalistes ont discrédité Bernier. Écoutez, à la dernière élection en 2021, là, j'ai un exemple flagrant. Là, en Beauce, à la dernière élection, je pense que j'ai eu 18 ou 19 % je ne me rappelle pas. Mais j'ai un de mes amis d'enfance, que je connais depuis longtemps, qui m'a aidé durant la campagne en Beauce. Et après ma défaite à 22 %, 2-3 mois après, je soupe avec lui, et on a une belle soirée, puis là, j'ai dit que j'étais déçu de mon 22 % je m'attendais à plus. Il me regarde, Maxime, tu as fait la meilleure campagne que tu n'as pas pu faire. Tu avais tout le monde sur le dos. Les médias traditionnels qui disaient que tu étais un imbécile à cause de ta position sur le COVID. Tu avais les agriculteurs qui ne voulaient pas que tu sois élu parce que tu as une position contre le cartel de la gestion de l'offre. Et tu avais tes médias locaux qui t'ont toujours supporté. Mais là, tes médias locaux, ils n'osaient pas écrire quelque chose de positif envers Maxime Bernier parce que tout ce qu'on entendait à la télévision, c'était négatif, négatif. Pourquoi un journaliste local va se mettre à dos toute la masse journalistique et écrire un article positif pour Bernier? Tu avais ta presse locale, la presse nationale, tu avais les producteurs laitiers contre toi. Malgré tout ça, tu as eu 20 quelques % du vote. Et dit, même moi, que je connais bien, puis je suis un ami, je connais tes politiques, tout ça, ça me prenait tout mon courage pour m'ostiner puis dire, non, regarde, Maxime n'a pas dit ça, c'est mal interprété, va lire sa plateforme, etc. Tu t'en es bien sorti. Donc, c'était ça la réalité. On ne voulait pas s'associer à Maxime Bernier. Et là, encore aujourd'hui, il y a des journalistes qui ne veulent pas. D'ailleurs, il y a un journaliste qui me l'a dit. Écoute, que je me suis fait taper dessus parce que je t'ai invité. Mais vous savez, je ne vous dirai pas comment faire de la politique, hein. Ça, c'est pas vrai. Ça. Je ne dirai pas ça à quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères, certain. Par contre, je reviens avec ma question parce que
je vous le dis, Éric Duhem, qui a défendu des idées semblables aux vôtres pendant la COVID, lui, c'est pas vrai que quand il se fait inviter quelque part, on dit « t'as invité Éric Duhem ». Pas Saint-Pierre Plamondon sur la question de l'immigration. C'est pas les mêmes moyens d'expression d'idées, mais c'est un parti qui milite pour une baisse assez importante des seuils. Alors, est-ce que c'est le style ou alors c'est pas, et là, il vient de m'apparaître une troisième idée dans la tête, ou est-ce que c'est pas le fait que vous faites à peu près pas de compromis sur rien? Oui, ça, c'est vrai. Mais ça serait peut-être pas... Mais là, c'est là que je veux pas vous dire comment faire de la politique, mais ça serait peut-être pas une si bonne idée que ça, finalement, de pas faire de compromis sur rien, parce qu'en étant franc sur tout, là, on heurte parce qu'on est difficile à digérer. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, je le dis souvent, en anglais ou en français, qu'on ne fait pas de compromis. Puis si vous n'aimez pas notre plateforme, je vous l'ai dit tantôt, votez pas pour nous. On est un parti d'idées. Puis je vais citer là-dessus Margaret Thatcher, qui était première ministre à l'époque, et lorsqu'elle a commencé à être populaire, elle a fait des réformes difficiles, des réformes en ligne vers le libre marché pour plus de liberté. Elle a ramené la Grande-Bretagne positivement, une grosse récession, etc., positivement budgétairement, etc. Et à la fin de sa carrière, elle n'était plus en politique, on lui a posé une question. Qu'est-ce que vous n'aimiez pas en politique? Quel mot vous n'aimez pas? Et vous pouvez trouver cette question-là, c'est sur YouTube. Vous faites Margaret Thatcher compromis. Elle dit, c'est le mot compromis que j'aime pas. Elle dit, quand on cherche à faire des compromis, là, on affaiblit nos positions. Moi, je pense que j'ai raison et je ne fais pas de compromis avec mes principes. Et donc, c'est le mot que je n'aimais pas. J'ai des bonnes idées, j'ai des principes et c'est à moi de démontrer au peuple que mes idées sont meilleures que les autres. Elle ne faisait pas de compromis, elle ne voulait pas. C'est pour ça qu'on l'appelait la main de fer dans un gant de velours. Donc, c'est la même chose pour moi. Je pense que dans les politiciens que j'aime bien, Margaret Thatcher est une politicienne que j'aime bien. Et non, je ne fais pas de compromis avec mes idées. Parce que je pense que j'ai raison, que j'ai la meilleure vision pour le pays et l'avenir va me donner raison. Si les gens disent Bernier, il se prend pour un autre, puis votez pas pour le Parti populaire, c'est tout. Là. Non, mais c'est honorable. Et je ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas faire de compromis. Par contre, j'essaie quand même de comprendre c'est quoi alors votre stratégie. C'est certainement pas d'être... C'est la guerre des idées. C'est pas d'être élu, là. Oui, c'est être élu, mais pas à n'importe quelle condition. Comme j'ai déjà dit, j'aime mieux perdre debout que gagner à genoux. C'est aussi simple que ça. Et donc, on ne fera pas de compromis. J'avais les producteurs, je vais vous donner un autre exemple. À la campagne électorale pour la course au leadership du Parti conservateur 2017-2018, j'ai dit à l'époque qu'il faut abolir le cartel de la gestion de l'offre pour que les consommateurs payent la moitié du prix, qu'il y ait de la compétition, etc. Quand j'ai fait ça, j'avais des gens dans mon équipe, les gens me disaient, non, ne fais pas ça, tu vas avoir le cartel contre toi. Puis d'autres disaient, Maxime, tu es le candidat de libre marché, de liberté individuelle, il faut que tu suives tes principes. Tu ne peux pas avoir une exception là puis permettre un système socialiste et communiste. C'est ça, les cartels. Là. Ils fixent les prix comme dans un système communiste et ils fixent la production. Donc, tu ne peux pas avoir ça. Tu as des principes, tu es supposément d'être le candidat libre marché. Et puis là, tu es d'accord avec ça. Puis là, les autres me disaient, ouais, mais si tu es contre la gestion de l'offre, ils vont nuire. Fait que je dis, non, moi, je vais y aller avec mes principes. Ça ne fonctionne pas, ce système-là, il ne fonctionne pas. Puis je vais informer les gens, puis j'espère que je vais les éduquer. Et là, une fois que ma décision était prise, j'avais deux positions différentes. Des gens disaient, OK, Maxime, tu veux le faire, mais prends cette position-là à la fin de la campagne de la course au leadership parce que ça va donner moins de temps au cartel de s'organiser contre toi. Moi, je dis, non, je le prends au début. Pourquoi? Parce qu'au début, les gens vont dire, Bernier se tient debout, Bernier, c'est le seul qui parle vrai. Il y a pas... Et grâce à ça, à cette position-là du début, je pense que c'est pour ça que j'ai eu 49 % du vote. Et oui, on leur a donné le temps de s'organiser. Et oui, ils ont pris des cartes de membres, etc. Puis ils ont fait une très bonne campagne contre moi. Et le fait que je n'ai pas été élu, j'ai pas été élu. Mais comme j'ai dit, j'aime mieux perdre debout que gagner à genoux. Donc, c'est comme ça qu'on fait de la politique. Et là, pour répondre à votre question, est-ce que tu veux être élu? Oui, je veux être élu. Mais je sais quoi faire pour être élu. Être un politicien traditionnel et dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, puis sachant que ce n'est pas les bonnes solutions pour le pays, mais je ne le ferai pas, ça. Ouais, non, l'ai fait quand j'étais conservateur et je ne le ferai pas. Là. Non, c'est sûr, mais je pense qu'il existe peut-être même une autre façon d'y arriver. Parce que là, on basculerait dans le cynisme si on disait que tous ceux qui réussissent à être élus font des compromis. Puis des compromis qui remettent en question leur propre intégrité, puis qui fait d'eux des lâches, puis des gens qui ne se tiennent pas debout. Il y a aussi, je pense, un monde dans lequel vous pourriez faire le deuil de certaines idées. Oui. Parce que... Lesquelles?
Ben, c'est à vous de me le dire, mais je veux dire, on va en parler de vos idées. Il y a des idées quand même qui, moi, je trouve, rendent même difficile pour vous de trouver des candidats, à mon avis. OK? Tu sais, je veux dire, c'est vrai que sur les questions, par exemple, d'immigration, vous défendez des idées, finalement, qu'à peu près n'importe quel parti, sauf le NPD, aujourd'hui au fédéral, défend. Hein. Je veux dire, les libéraux militent pour une baisse des seuils. Les conservateurs militent pour une baisse des seuils. Vous en parliez? Les libéraux avant les conservateurs. Les libéraux, c'est eux qui ont fait le dégât et le gâchis qu'on connaît, le scandale en immigration. Ouais. Et Trudeau l'avoue du bout des lèvres en faisant quelques petites mesures, mais il ne règle pas le problème. Ah non, mais bien sûr qu'il ne règle pas le problème, mais mon point, c'est que... n'en parle même pas. Là. Faut pas Trudeau est plus en avance sur restreindre l'immigration que Poilievre. Mais ces partis-là, je pense pas que dans la prochaine campagne, vont répondre oui quand on va leur demander si on augmente ou pas les seuils. Vous comprenez? Ils ont fait un compromis là-dessus parce qu'ils ont bien compris que les gens n'étaient plus là. Sur la question d'immigration, je ne pense pas que vous prenez un risque, par exemple, en continuant de défendre ces idées-là. Mais sur la question, par exemple, d'après moi, c'est vous qui avez inventé ce mot-là, l'alarmisme climatique. Oui. Est-ce que les Canadiens que vous connaissez... Ils ne sont pas là, maître, présentement. Effectivement, vous avez raison. La majorité de la population n'est pas là. Par rapport à ma position. Bon. Mais je ne fais pas de la politique pour plaire aux gens. Je vous l'ai dit, je fais de la politique... Non, j'ai compris ce bout-là, mais c'est juste que... C'est pas un conseil, hein? Vous vouliez pas, c'est pas un conseil. C'est bon, mais j'apprécie que vous voulez que je sois élu le plus rapidement possible. C'est une interprétation. Je vous la laisse, mais non, c'est que j'essaie de comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que vous continuez de frapper sur le même clou de la même manière. Je crois qu'on a raison. L'avenir va nous donner raison. L'immigration, il y avait à peu près 20 de la population qui était d'accord avec nous en 2019. Plus on en a parlé, c'est pas à cause du Parti populaire, mais on a fait en sorte que ce n'est plus un tabou de parler au Canada anglais, de réduire les seuils d'immigration. Nous, on est rendu à faire un moratoire, une pause pendant quelques années pour régler les problèmes que ça cause. Mais en 2019, on ne l'avait pas. La même chose maintenant avec les changements climatiques. Vous avez raison. Ce n'est pas la majorité, mais je pense que la majorité s'en vient. Pensez-vous avec un État qui est en faillite, il faut le dire tel quel, là, un État qui est en faillite, où on paie là, des taxes encore plus élevées que jamais, la taxe d'inflation. Les gens ont eu 2 d'inflation officielle. Là. Donc, les gens qui ont des pensions ou quoi que ce soit ou qui travaillent ont eu peut-être 2 d'augmentation. L'inflation réelle est 5 Ils se sont appauvris de 3 Et cette inflation-là va être là encore pour les 7 à 8 des prochaines années, comme après la Deuxième Guerre mondiale où on a payé la dette avec de l'inflation. L'inflation, c'est une taxe. Mais ceci étant dit, ce que je vous dis, c'est que sur les changements climatiques, on donne des millions, des milliards de dollars à d'autres pays. C'est un transfert. On n'a pas ces moyens-là. Et d'ailleurs, le CO2, là, ce n'est pas un polluant. C'est pas un polluant, c'est un gaz essentiel pour la vie. On essaie de faire croire aux gens que le CO2 est un polluant. Attendez, les voitures émettent du gaz. Moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que, en fait, le CO2 pollue. Non, il n'est pas un polluant. Le CO2 est un gaz à effet de serre, mais il n'est pas un polluant. C'est un gaz essentiel à la vie. C'est la nourriture pour les plantes. Oui, j'ai bien compris. C'est ce que j'émets en vous parlant présentement. Ouais. C'est un gaz, mais les voitures émettent du CO2, mais émettent du CO aussi. Okay. Le CO est un gaz qui tue. Il y a des gens, comme vous savez, qui veulent se suicider. Le meilleur moyen, c'est de rentrer ta voiture dans ton garage, fermer la porte, partir la voiture, tu vas t'endormir, puis tu ne te réveilleras pas. C'est pas le CO2 qui fait ça, c'est le CO. Le CO2 n'est pas un polluant et donc, là, on est en train de faire croire aux gens que c'est un polluant. On est en train de faire dire qu'il faut plus de CO2 parce que s'il y a plus de CO2, la planète va être plus verte. Et ça, c'est... Et là, on nous dit qu'il y a un consensus, etc., qu'on n'a pas le droit. C'est comme la COVID. On n'avait pas le droit de critiquer. Il y a un consensus. C'est pas une démocratie, là, quand tu n'as pas le droit de critiquer. Donc, sur ça, oui, la population n'est pas encore là, mais ça va venir. Ça va venir avec le temps. Là, exemple, on veut abolir, les partis de l'opposition veulent abolir la taxe sur le carbone. Ils voient que ça ne fonctionne pas, ça appauvrit les gens, mais ils ne vont pas jusqu'au bout en reniant la signature et en sortant de l'accord de Paris. Ils font croire aux gens qu'ils vont atteindre les objectifs et à chaque année, le gouvernement ne peut pas les atteindre. On est un pays. Puis même si on les atteint, les gaz à effet de serre, c'est moins de 2 l'émission du Canada par rapport à l'émission mondiale. On ne changera pas la planète avec ça. Donc, il faut avoir ce débat-là. Les gens ne sont pas prêts à l'avoir, mais nous, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Pas à cause que la majorité de la population n'est pas là qu'on n'en parlera pas. C'est ce que je dis à mes candidats. On va en parler, puis on va voir, puis l'opinion publique, ça change. On l'a vu en immigration, là, on est rendu, là, il y a 65 des gens qui sont d'accord de faire une pause en immigration. L'Ukraine,
J'ai dit qu'il faut arrêter. On n'a pas d'argent pour financer la guerre en Ukraine. C'est une guerre par procuration entre les États-Unis et les Russes. Mais je pourrais passer plein de dossiers comme ça. C'est ce que vous faites d'ailleurs déjà, puis c'est correct. Puis de toute façon, écoutez, là, je le dis pas parce que je veux me draper de vertu. Je suis pas d'accord avec vous sur la question des gaz à effet de serre, par exemple. Ben oui, puis je sais que vous m'autorisez à avoir des positions. C'est la même chose pour vous. Je vous ai invité. C'est justement, ça me dérange pas qu'on soit pas d'accord. Par contre, là où je continue à m'obstiner à croire que vous faites peut-être une erreur, c'est qu'il y a des positions, puisque vous l'admettez de toute façon que les Canadiens ne sont pas là, il y a des positions que vous pourriez peut-être pas faire semblant je vous dis pas de faire semblant de croire ce que vous croyez pas, mais je me dis, d'un point de vue stratégique, un parti qui, oui, évolue, mais qui est parti pour stagner. Et de toute façon, on a des sondages qui démontrent, en tout cas jusqu'à présent, que vous stagnez par rapport à la dernière élection. Je me dis, vous avez raison. Oui, donc c'est un fait, ça aussi. Non, mais bien sûr, puis je vous souhaite aucun malheur. C'est juste que je me dis peut-être qu'à ce moment-là, sur la question de l'environnement, puisque les Canadiens ne sont pas là, il faut peut-être parler plutôt d'immigration, parler plutôt de gestion de l'offre. Ça, ce sont des positions où je pense que je peux convaincre des gens. Puis là-dessus, le temps fera son travail, puis je le ferai entre les élections, mais pas avant une élection. La question des armes à feu, par exemple. Ça, c'est une autre question. À ça. Vous avez un bon point là-dessus. Effectivement, en campagne électorale, on va se concentrer peut-être sur... On a 21 politiques sur notre site web. Oui. Les gens, s'ils veulent aller les lire... OK, bravo. Parti populaire du Canada.ca, cliquez sur plateforme, ils sont là. Mais en campagne électorale, on n'aura pas le temps de se concentrer sur 21... On va parler de 4 à 5 politiques. Et vous avez raison, peut-être qu'on va regarder... On va regarder les sondages publics. On ne fait pas de sondage, nos partis populaires. On va regarder les sondages publics, puis on va regarder qu'est-ce qui préoccupe la population. Puis on va prendre nos politiques qui préoccupent la population, puis on va parler de ces politiques-là un peu plus, dont l'immigration, dont l'économie, dont la gestion de l'offre, parce qu'on s'en va dans des négociations avec les Américains. Ça va être un point important pour avoir une bonne entente avec les Américains. Mais je ne parlerai pas... Nos politiques sont là, mais on ne mettra pas l'emphase ou le focus sur des politiques. On n'a pas le temps de parler de toutes les politiques, mais ils sont là, puis on ne les renie pas, ces politiques-là. Puis, non, en tout cas, on ne peut pas vous faire le reproche, évidemment, de cacher vos convictions, ça c'est sûr. On en a suffisamment parlé. Écoutez, je vous entends parler souvent d'identité canadienne, surtout dans le domaine, par exemple, de vos positions sur l'immigration. Vous dites qu'il faut célébrer l'identité canadienne. Vous êtes très critique du multiculturalisme, de la loi sur le multiculturalisme qui date du début des années 80. C'est un projet qui date même du début des années 70, parce que Pierre-Éliott Trudeau avait commencé à articuler un tas de positions vers 1971, si je ne m'abuse. Moi, vous savez, je suis un souverainiste québécois, et l'identité canadienne, pour moi, c'est un truc assez flou que j'ai beaucoup de difficultés à me faire passer dans ma tête comme ça. Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que quand on me dit « je veux célébrer l'identité canadienne, je veux qu'on revienne à des valeurs occidentales », c'est ce qui est écrit sur votre site Internet, on dit ça puis on dit à peu près rien, parce que des valeurs occidentales, si je ne m'abuse, ce sont les valeurs qu'on célèbre au Portugal aussi, en Belgique, en Hongrie, en Angleterre, et je vais m'arrêter là, dans à peu près tous les pays qui appartiennent à l'Occident. C'est quoi l'identité canadienne? Très bonne question, effectivement. L'identité québécoise, c'est facile à nous distinguer. Bien par sûr. Notre langue, par notre c'est le propre culture, identité, etc., notre propre identité. Et l'identité canadienne-anglaise, je suis d'accord avec vous de dire que même les Canadiens anglais, pour se définir différents des Américains, ça a été difficile dans le temps de se définir. Moi, je vous dis que le Canada existe. C'est quoi l'identité canadienne ou les cultures canadiennes? Parce que je ne parle pas d'une identité. Il y en a plusieurs, puis plusieurs cultures. Exemple, la culture de l'Alberta, avec son stampede, etc., est vraiment différente de la culture de l'Ontario, où le multiculturalisme à l'extrême est là, donc à Toronto, dans ces grands centres-là. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs cultures. Exemple, la culture du Cap-Breton, la culture du Québec, la culture de l'Ouest canadien, et c'est différent. Mais ça fait en sorte que le Canada est un pays unique. C'est le seul... C'est un pays unique où il y a ces cultures-là qui sont différentes et qui se sont mis ensemble dans une confédération qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'on ne respecte pas la Constitution. Mais c'est quoi être Canadien?
Oui, être Canadien, c'est effectivement respecter la Charte des droits et libertés, que les hommes et les femmes sont égales devant la loi, que oui, on est des gens généreux, des gens qui acceptent la différence, mais à une certaine limite pour nous. Et moi, je veux que les Canadiens soient fiers de leur identité, différente des Américains. Le Canada anglais, c'est souvent défini par exemple, leurs programmes sociaux. On a, nous, une loi ici au Canada sur la santé et donc on est fiers de ça, on égalise par le bas. Et aujourd'hui, je devrais vous dire que c'est plus ça. Je ne pense pas que les Canadiens anglais se définissent avec la loi sur la santé au Canada. Qu'est-ce qu'on fait d'abord quand on leur dit qu'on veut revenir à l'identité canadienne puis qu'on n'est pas capable finalement de dire grand-chose? Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut prôner. Quand je dis l'identité, c'est l'histoire du Canada, c'est la culture. On a une histoire, là. Là, au Canada anglais, là, moi, je me fais dire là, que je suis un immigrant. Je ne suis pas un immigrant, là. Puis il y a des Canadiens anglais qui ne sont pas des immigrants aussi. On a créé ce pays-là. Là. On est arrivé ici, on a défriché, on a créé. On n'est pas des immigrants. Moi, je ne suis pas un immigrant. Et il y a des gens au Canada anglais qui ne sont pas des immigrants. Là, on essaie avec le multiculturalisme de dire que tout le monde sont des immigrants, que tout est pareil, puis on fait la promotion de cultures différentes. L'État va donner de l'argent pour célébrer le Nouvelle Année chinois. J'en ai rien à foutre avec ça. Si vous êtes un Canadien d'origine chinoise, payez vous-même si vous voulez garder cette culture-là. Mais là, avec le multiculturalisme, on crée des ghettos. Et ça, ce n'est pas le Canada que je veux. Un ghetto à Brampton, en Ontario, ghetto indien. Un autre ghetto en Colombie-Britannique, à Surrey. On dit aux gens, venez ici, partagez pas, intégrez-vous pas dans notre société. Écoutez, j'ai déjà dit en anglais qu'il y aurait peut-être besoin d'une loi 101 à Surrey, qu'il y aurait peut-être besoin d'une loi 101 à Brandon. Lorsque vous vous promenez là, vous croyez en Chine, en Inde. Ouais. Et c'est ça, là. Le multiculturalisme, c'est un échec en Europe, un échec partout. On sait pourquoi Trudeau a emmené ça, là. C'est pour diluer le Québec. C'était ça, là, notre peuple francophone. Trudeau a emmené l'idée. Brian Mulroney a légiféré. Et on a fait la promotion. Là, on est des gens qui ne sont pas intégrés dans notre société. Oui, mais là, le danger, M. Bernier, c'est que vous nous demandez de reculer 50 ans en arrière. C'est pour ça que je dis qu'on est le dernier espoir pour le Canada. Il y a des mouvements indépendantistes. Regardez le mouvement indépendantiste au Québec. Ça fait 50 ans que le Canada est ce que vous décrivez. Ça fait depuis 1982, ça fait plus de 40 ans. Qu'on transforme, qu'on transforme le Canada, qu'on dit à tout le monde, vous n'avez pas de culture. Même si je suis d'accord avec vous, Trudeau a accéléré ça avec, on est un État post-national. Et moi, je suis citoyen du monde. Ce n'est pas le cas pour moi, là. On est un État on est une nation, il y a 2 peuples fondateurs et il y a d'autres immigrants qui se sont joints à nous avec le temps, qui ont embarqué avec nous. Moi, quand je rencontre quelqu'un d'origine chinoise en Colombie-Britannique, je ne dis pas vous êtes un Canadien d'origine chinoise, vous êtes un Canadien, vous vous êtes incorporé, etc. Je ne fais pas de racolage. Poilievre est un expert là-dedans. Je l'appelle Poilievre le racoleur. À chaque week-end, il va se déguiser et essayer de plaire à une culture qui est différente de la culture canadienne et faire la promotion de ça pour avoir des votes. Moi, je ne fais pas ça. Vous êtes venu au Canada, vous devriez vous intégrer ici. Puis pour moi, vous n'êtes pas un Canadien d'origine ukrainienne ou d'origine. Vous êtes un Canadien quand vous intégrez dans notre société. Mais aujourd'hui, on ne fait pas rien pour intégrer les gens. Et c'est pour ça que Paul Saint-Pierre Plamondon est si populaire. Oui, il prend mon discours. Il est le seul qui a le courage de parler d'immigration. Et je suis bien heureux. Il fait ça pour défendre. Et c'est pour ça qu'il est si haut dans les sondages. C'est juste ça, défendre la culture québécoise au sein du Canada, à l'extérieur du Canada, pardon. C'est ça le point de vue. Vous voyez à quel point le Canada et le Québec sont différents. S'il y a un parti qui a fait de l'enjeu de l'immigration son cheval de bataille, est numéro 1 au Québec, alors qu'un parti qui, au Canada, a fait de l'immigration son cheval de bataille est dernier, ou en tout cas un peu avant le Parti vert. Je ne tomberai pas dans les erreurs que vous dénoncez. Non, mais c'est parce que, finalement, il y a une grosse différence entre le Québec et le Canada. Oui, cette différence-là, effectivement, le Québec, ça fait des années. Moi, j'ai voté oui au référendum de 95, je ne m'en cache pas. Pourquoi j'ai voté oui? Je voulais dire au Canada anglais, assez, c'est assez de vous ingérer dans nos champs de compétences provinciales. Je voulais un Québec plus autonome. C'est ça notre plateforme au point de vue fédéral. Et on veut une autonomie de toutes les provinces. On veut que le gouvernement se retire de tous les champs de juridiction provinciale. Mais le fait qu'on a un État tentaculaire et centralisateur au Canada, bien, ça crée aussi un mouvement indépendantiste en Alberta. Et les Albertains, ils veulent avoir ce que les Québécois ont, là. Et c'est
c'est paradoxal. Trudeau, le père, a lutté contre le mouvement indépendantiste avec le multiculturalisme pour diluer le mouvement nationaliste. Trudeau, fils, et Trudeau, le père, en faisant ça, il a donné une vigueur à René Lévesque, etc., au mouvement nationaliste, en voulant tuer le mouvement nationaliste. Puis Trudeau, fils, a donné une vigueur au mouvement indépendantiste, souverainiste au Québec, en ouvrant les portes à l'immigration à tout le monde. Donc, les gens qui veulent, les deux Trudeau, père et fils, qui veulent avoir un Canada fort, uni, etc., avec leur politique, font le contraire, donnent des munitions, donnent de l'énergie au mouvement souverainiste québécois, mais maintenant, à un mouvement souverainiste en Alberta. Donc, si on n'adapte pas la plateforme du Parti populaire pour une décentralisation radicale, un État plus petit, que ce pays-là risque de disparaître dans 20-30 ans. Là. Voteriez pas oui à un troisième référendum sur la souveraineté du Québec? Il faudrait que je lise la question avant. Mais ce serait la question, le problème? Ça serait juste la question, enfin, où il n'y a pas un côté en vous, vous avez voté oui en 95, c'est pas quelque chose qui est encore présent, ça, cette énergie-là, cet amour-là? J'ai voté oui, mais après ça, je suis allé faire de la politique au fédéral pour régler le problème. Je voulais que le Canada soit non pas un État unitaire, mais une vraie fédération. Donc, j'ai voté oui pour ces raisons-là et je me suis dit, je m'engage en politique pour aller défendre ces idées-là. C'est à Ottawa qui ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, en 2005, j'ai rencontré M. Harper au printemps 2005 et à l'époque, je le rencontrais parce que j'étais vice-président de l'Institut économique de Montréal et il va avoir des idées pour sa plateforme printemps 2005. Vous savez, l'élection a eu lieu janvier 2006 et je lui ai dit deux idées. Deux idées qu'il a bien aimées. Il m'a demandé d'être candidat après. La première, dites aux Québécois, parce que vous voulez un discours pour le Québec. Qu'est-ce qu'on dit au Québec pour avoir plus de votes? Il disait, j'ai dit deux choses. La première, vous allez dire aux Québécois que vous allez baisser leurs taxes et leurs impôts. Parce qu'au Québec, on paye plus d'impôts que tout le monde en Amérique du Nord. On est super taxé, trop taxé, ça brime nos libertés. Deuxièmement, vous allez leur dire que vous allez respecter la Constitution, que vous n'ingérez pas dans les champs de juridiction provinciale, parce qu'au Québec, on a deux sports nationaux, le hockey et les référendums. Si vous ne voulez pas un référendum sur vous, respectez la Constitution et en faisant ça, vous ne donnez pas d'arguments au Parti Bloc québécois ou bien au Parti québécois. Il a tellement aimé ça que son discours de novembre 2005, il a pris ces deux idées-là. Et pourquoi c'était bon? Parce que c'était bon pour le Québec, mais c'était bon pour tout le Canada. Parce que s'il respecte la Constitution, il ne s'ingère pas pour le Québec, mais aussi pour les autres provinces. S'il baisse les taxes aux Québécois, il baisse les taxes pour tout le monde. Donc, ce n'est pas faire du racolage au Québec au détriment des autres. Ces deux idées-là étaient bonnes pour l'ensemble des Canadiens et ça a bien marché. Il a réussi à faire élire 10 députés. Il ne s'attendait pas à ça. Les sondages, quelques mois avant l'élection, lui donnaient 2-3 députés peut-être. Mais on n'est plus là. C'est ça l'affaire. C'est que je vous écoute. C'est vrai que c'est des années... dans le rapport mais là, avec c'est le encore Québec. pire. Là. On s'est ingéré encore pire. Ben non, mais c'est ça. Ben c'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça que le mouvement souverainiste est fort maintenant. Oui, puis vous défilez pas. Vous me parlez de la question. La question, donc, pourrait vous séduire. Vous pourriez voter oui. Donc, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Puis j'ai l'impression que les conditions que vous me décrivez, en tout cas des conditions idéales qui pourraient vous faire changer d'avis, elles ne sont pas là. Hein? La question que vous me posez est intéressante parce que j'ai eu la même question en Alberta. J'ai des séparatistes albertains qui m'invitent à leur rencontre. Et moi, je leur dis, vous êtes séparatistes parce que vous n'êtes pas contents, mais j'ai dit au fédéral, vous n'avez pas le choix, là, vous êtes encore dans ce pays-là, votez pour le Parti populaire parce qu'on va vous donner, ils veulent comme le Québec leur propre fonds de pension, ils veulent comme le Québec leur propre force policière, ils veulent comme le Québec avoir plus d'autonomie en santé, ils veulent plein de choses. Et donc, votez pour nous. Puis je leur dis, si vous voulez ça, soyez sérieux. Les Québécois ont été sérieux, ils ont fait peur au fédéral pendant un bout de temps. Puis là, le fédéral a dit, il faut que je m'assoie à table puis je négocie. Puis le fédéral n'a jamais respecté sa parole. Trudeau avait dit qu'il allait avoir un grand changement. Trudeau père, qu'il allait avoir un grand changement si les gens votaient oui. Il n'a jamais eu ça. J'ai dit, soyez sérieux. Puis j'ai pas de problème avec votre mouvement indépendantiste en Alberta. Mais ce que je vous dis, moi, je veux que ce pays-là fonctionne. Puis le Parti populaire est là pour donner la dernière chance au Canada. Et s'il y a un référendum, moi, je vais vous dire, je vais défendre un Canada, puis je vais avoir un discours très, très, très clair à l'effet d'une décentralisation radicale. Et je vais dire aux Québécois, vous avez le choix de voter pour l'indépendance ou vous avez le choix de donner une dernière chance, mais c'est nous, le Parti populaire, qui va donner la dernière chance.
Ça fait beaucoup de dernières chances, je pense, qu'on donne au Canada. Maxime Bernier, merci beaucoup. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé. J'allais vous souhaiter de mettre de l'eau dans votre vin, mais j'ai bien compris qu'il n'y a rien à faire avec vous. Mais vous êtes bien gentil de me souhaiter ça. J'apprécie le fait que vous ayez à cœur que le Parti populaire progresse un peu plus, mais je pense qu'on va progresser. Ça peut peut-être nous prendre un peu plus de temps, mais en gardant nos convictions puis en se battant pour ce qu'on croit avec passion et conviction. Il ne faut pas exagérer. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Écoutez, on est au début d'une aventure de balado. On va avoir besoin de vous. Moi, quand je regarde des balados puis que les gens demandent de mettre des j'aime et de partager puis de commenter, ça me gêne un petit peu. Je me dis toujours que je ne ferai pas ça. Mais la vérité, c'est qu'on n'aura pas le choix. On veut exister. On a besoin de vous. À très bientôt.